Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce soir, pour ce nouveau live, où ce soir on va évoquer une thématique juridique en fait, la thématique de l'association. Donc je pense que ça va effectivement intéresser tous ceux qui souhaitent aujourd'hui s'associer dans le cadre d'une entreprise. On va voir effectivement toutes les astuces pour s'associer en toute sérénité. Donc ce soir, on va accueillir Clément Aimé, donc avec qui on va avoir une discussion, un échange sur cette thématique. Bonsoir Clément, tu vas bien? Eh ben moi, très bien, merci. Et toi, Bon, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout le monde m'entend? moi je t'entends très bien. D'accord. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit message pour nous dire si vous nous entendez? Je pense que ça a l'air d'aller. Donc, ce que je te disais, j'étais ravie de t'accueillir ce soir pour échanger sur cette thématique de l'association, parce que je pense que Oui, c'est vraiment un sujet qui peut intéresser le plus grand nombre quand on projette de s'installer ou démarrer un projet d'entreprise. Parfois, effectivement, on a ce projet à deux ou avec des associés. Donc, on va justement évoquer ça ce soir pour essayer d'éviter un petit peu les écueils, hein, parce que les, les problèmes d'association sont quand même des problèmes assez récurrents, malheureusement, hein, dans le droit des sociétés. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est dans un premier temps, Clément, de te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. d'accord, très bien. Alors, moi, je suis ingénieur fiscal et patrimonial, principalement. Donc, dans mon corps d'activité, j'étudie en fait les meilleures solutions, enfin, plutôt les meilleures stratégies en matière de patrimoine et de fiscalité pour les particuliers comme pour les professionnels. En D'accord? parallèle, j'enseigne à la fac le droit fiscal et le droit des sociétés. Donc, justement, c'est marrant parce que j'enseigne le droit des sociétés aux futurs comptables et aux futurs experts comptables. Donc voilà, D'accord. donc si les futures générations sont meilleures en droit des sociétés, ben voilà, j'en serai peut-être, en tout cas, responsable. Voilà. Bon, super. Merci Clément. Déjà, voilà, merci de nous accorder ton temps là, voilà, sur cette thématique parce qu'effectivement, moi j'ai pas mal de questions, que ce soit sur Instagram ou après effectivement des clients qui viennent nous voir avec ce type de problématique. C'est vraiment une question qui est assez récurrente en fait. Oui, c'est clair. Comment s'associer vraiment sereinement, essayer de prévenir les risques liés à l'association. Donc ça, c'est vraiment des thématiques indispensables sur une création d'entreprise. C'est clair. C'est pas au début. Enfin, au début, on prévient les risques pour l'avenir. Et ça, c'est Mm. un point relativement important et peu de personnes, justement, s'en préoccupent. Au début, c'est oui, voilà, on crée une société et dans 10 ans, quand tout va mal, comment on fera? En Mm. gros, c'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, je pense que c'est bien de se pencher sur ces questions au démarrage pour justement que les choses soient claires, hein, surtout dans le cas d'une association. Comment se mettre d'accord sur les différents points. L'idée, c'est surtout d'éviter, en tout cas de prévenir un potentiel conflit, même Oui, si, bon, on va le voir, hein, on peut jamais, ça reste après des relations humaines, hein, de toute façon. On peut jamais éviter un conflit, mais en tout cas, on peut avoir mis en place certaines choses qui permettent de sortir plus facilement d'un conflit ou qui permettent éventuellement d'anticiper certains points avec son associé. c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, le truc qui se passe, vous allez voir en fait pendant tout le long, je vais prendre en fait la comparaison entre le mariage et l'association. C'est Mm. exactement la même chose au Ah final. oui, C'est-à-dire que bah, c'est malheureux, mais c'est un peu la même ouais. chose. C'est-à-dire que quand on se marie, tout est beau, tout est rose, on voit dans la Mm. même direction. C'est un peu l'association. On s'associe pour créer du business ensemble. Sauf que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah, c'est peut-être plus aussi rose qu'avant. Peut-être qu'il y a eu des événements qui sont venus un petit peu bouleverser la bonne entente. Et là, on part sur de la mésentente. Alors, comment on Mm. fait? Est-ce qu'on divorce? Est-ce qu'on divorce pas? Est-ce qu'on reste? Etc., etc. Alors, on fait pas forcément des enfants entre associés, mais là, on a quand même aussi du business qui est en commun. Et nombre de chefs d'entreprise, moi, que je rencontre, qui sont encore associés parce que, tout simplement, à la fin, il y a du business. Bah ouais, mais ils sont pas heureux, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait? S'ils avaient prévu dès le départ, justement, toutes les situations, prévenir de toutes les situations, là, on était tranquille. Je veux dire, tout était écrit noir sur blanc. On reprenait à la lettre tel quel, et puis on ne s'embêtait pas.
très clairement. Bien sûr. L'image du mariage me paraît vraiment appropriée parce que c'est exactement ça, hein. Quand, quand on se lance dans une association, c'est exactement ça. C'est comme dans un mariage. Donc C'est voilà, clair. plutôt anticiper les choses. Donc, alors pour revenir donc au sujet, effectivement, l'association, ben, pourquoi on s'associe déjà? À savoir que si vous êtes deux au niveau d'un projet, en fait, vous allez être obligé concrètement de vous associer, parce que parfois, nous, on a des personnes qui viennent nous voir qui sont en micro-entreprise Mm. et qui veulent continuer à travailler ensemble ou débuter en tout cas une activité ensemble. Ou parfois, effectivement, on a des projets directement qui vont se lancer en société, mais euh, pour, qu'est-ce qui, selon toi déjà, doit être les bases d'un projet d'association, en fait, en tout cas. Quelles doivent être peut-être les motivations pour les associés? Alors, déjà, c'est à la fois, alors, si on reprend toujours le phénomène du mariage, Mm, euh, à la fois, les opposés s'attirent, à la fois, on regarde aussi dans la même direction. Donc, dans tous les cas, ben, les opposés qui s'attirent, mais ils peuvent avoir aussi différents points de vue. Je veux dire que quand on s'associe, à un moment donné, c'est bien d'avoir des visions un peu différentes pour nous permettre, en fait, d'adopter une stratégie commerciale pour nous permettre justement petit à petit de développer l'entreprise. Après, il y a un autre phénomène qui est finalement l'apport. Un apport qui est relativement important. Par exemple, demain, je ne sais pas, on crée un food truck pour X ou Y raison. Ben, si j'ai la camionnette qui nous permet de faire le food truck, ben, j'apporte ma camionnette. Et puis, petit à petit, voilà, on va donner de notre temps pour faire fructifier justement notre business. Après, on peut avoir aussi un besoin de compétences, c'est-à-dire que on va venir compléter nos compétences les uns par rapport aux autres. Par exemple, moi, je suis bon, bah voilà, je vais être expert fiscal patrimonial. Bon, toi, tu vas être experte en comptabilité. Bon, bah voilà, si demain on s'associe pour créer justement un business, bah mm, voilà, quoi, je veux dire, derrière, nos compétences vont être cumulatives. Et là, petit à petit, en union nos forces, on va forcément arriver à développer notre structure beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un point qui est relativement important. Et puis une dernière chose, c'est surtout aussi par rapport à faire face au stress. Parce qu'à un moment donné, quand on est tout seul face au stress, euh, on est bien content d'être accompagné, de partager le stress. mm. Moi, je dis ça parce que là, aujourd'hui, je suis seul dans ma structure. Je peux te dire que parfois, c'est pas forcément évident. Donc, voilà, être à deux, à trois ou à quatre, ça peut être sympa. Et puis, les apéros du vendredi soir, quand on a fini la semaine avec les associés, c'est toujours sympa. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est ça, c'est à peu près les principaux critères que l'on rencontre. On se rend compte souvent qu'effectivement, deux personnes justement qui ont des profils différents, par exemple un technicien et une personne avec une expérience commerciale, font des bonnes associations, en tout cas sur le papier, puisqu'on est dans le cadre de compétences qui sont vraiment Ouais, complémentaires. L'un ne peut pas exercer les fonctions de l'autre, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est clair. pouvoir se reposer sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences, en tout cas qui a des compétences vraiment complémentaires. Parce que parfois, on voit ce type de blocage justement sur deux personnes qui ont le même profil et qui, en fait, s'associent parce qu'ils veulent effectivement travailler ensemble. Mais comme les choses n'ont pas été forcément claires au niveau du démarrage, bah après, il y a des problématiques qui peuvent arriver puisque chacun a la même fonction et après se pose la question du partage du bénéfice, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Bon, après, même s'il y a des clauses qui peuvent prévoir en fait une répartition un petit peu inégale du bénéfice, on a quand même cette question de dire en fait, on travaille ensemble. Demain, on utilise notre temps. Notre temps aujourd'hui est très précieux pour pouvoir justement faire du bénéfice, enfin du bénéfice. Mm. Après, c'est soit le statut salarié, soit le statut d'indépendant. Donc, les gens qui décident de partir vers l'indépendant, c'est pas pour repartir vers un statut salarié 6 mois plus tard. Mm. En tout cas, c'est pas le but. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, dernière chose, effectivement, je rebondis aussi sur l'aspect, ce que tu disais, pourquoi on s'associe. Alors, il y a l'aspect compétence et puis effectivement l'aspect d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de complémentaire. C'est Et ça. effectivement, ça, c'est l'aspect psychologique et souvent aussi une partie importante de la réussite d'une activité parce que quand on se lance et quand on se lance seul, on peut être parfois, enfin, on peut parfois effectivement se sentir seul, manquer de motivation. Et cet aspect psychologique, c'est aussi assez important, je trouve. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est un des premiers critères finalement. Mm, C'est un des premiers critères. mm, Après, on a tout ce qui va être la protection, mais j'imagine qu'on va le voir peut-être après. mm. Ouais.
Alors, donc si on rentre dans le sujet, Allons-y. donc, quelles sont selon toi les règles ou en tout cas les points d'organisation à mettre en place pour pouvoir justement éviter ou prévenir les différentes mésententes qui peuvent survenir? Alors, déjà, c'est le premier point, c'est l'aspect personnel. C'est vrai que, je veux dire, on est tous différents. Il y en a qui sont célibataires, qui sont mariés, qui sont pacsés, qui ont des enfants, pas d'enfants. Déjà, le premier critère, alors, c'est au niveau personnel. Si on est marié, quel régime on a adopté? Si on a adopté le régime de la communauté des biens, ça veut dire que l'époux ou l'épouse pourra revendiquer la qualité d'associé à n'importe quel moment, sous condition. Donc, il faut dès le départ, justement, l'écarter de l'association pour nous permettre, justement, d'être vraiment entre les bons associés. Ça, c'est un point déjà qui est relativement important. Donc, à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est demander à l'époux ou l'épouse dès le départ de rédiger une lettre, alors manuscrite ou non, pour nous dire, en gros, je ne veux pas de la qualité d'associé et je ne compte pas la revendiquer dans l'avenir. Comme ça, on est vraiment tranquille entre associés. Après, c'est pareil, c'est au niveau aussi, par exemple, c'est peut-être idiot, mais au niveau des enfants, c'est-à-dire que bon, on a les statuts qui viennent nous protéger les uns par rapport aux autres. Alors, tous les statuts ne sont pas équivalents, qu'on soit dans une SCI, SARL ou SAS, mais derrière, je veux dire qu'il y a des statuts qui sont d'ordre rigide, d'autres qui sont plutôt assez souples, avec une facilité justement pour tout simplement s'organiser. Mais par exemple, demain, moi, j'ai pas envie d'être associé, par exemple, avec les enfants de mon associé. S'il décède ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'idée, c'est d'obtenir les clauses nécessaires pour dire, en gros, ne pas nous retrouver, en gros, mariés avec une personne qu'on ne connaît pas forcément. Vous savez, un peu comme marié au premier regard. Bon, voilà, ça n'existait pas forcément dans la vraie vie. Donc, voilà, surtout avec les enfants d'un associé. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et ça me semble indispensable. C'est ça. Il y a déjà la partie faire le point sur son régime matrimonial, hein, parce que parfois, effectivement, quand on monte une entreprise, on ne sait pas forcément poser ces questions. Sauf que le régime matrimonial va avoir un impact, hein, sur sa situation personnelle. Si vous êtes marié, c'est ça sous la communauté. Vous devez demander déjà l'autorisation, en fait, concrètement. Enfin, il y a un courrier, en tout cas, vous devez prévenir votre partenaire et effectivement, il faut faire remplir un document spécifique pour que votre conjoint ne puisse pas revendiquer cette qualité d'associé. Et ça, c'est hyper important. Ah oui, c'est clair. Mm. Totalement d'accord. Mais nombre de fois, enfin, si tu me permets une Mm. anecdote, celle que je raconte à mes étudiants, c'était l'histoire. Alors attention, c'est pareil, pas d'avis, pas d'a priori non plus, Mm. mais c'est j'ai madame et monsieur qui sont associés tout simplement parce que madame n'a pas revendiqué justement la qualité de l'associé, il n'a pas souhaité, enfin peu importe, il n'y a pas eu de courrier au départ, ils sont mariés sous le régime de la communauté. En disant monsieur a mis toute son énergie dans la création d'entreprise qui valait entre 5 et 10 millions d'euros. Là, le problème, c'est que 10 ans plus tard, madame est partie. Ils ont divorcé et madame, en fait, a contraint monsieur de revendre l'entreprise parce que tout simplement, elle possède la moitié des parts. Donc, la moitié des parts, elle possède entre 2,5 millions et 5 millions d'euros. Donc, le problème, il y avait deux possibilités. Soit le mari rachetait des parts, donc mettre 2,5 millions sur la table, c'est pas forcément évident. Ou l'autre solution, c'est de brader le prix de l'entreprise pour pouvoir, en gros, régler ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial. Donc, du coup, monsieur, toute l'énergie qu'il a mis pendant 10 ans, il a dû revendre l'entreprise au bout de 10 ans pour pouvoir justement divorcer. Donc, c'est pour ça que après, voilà, c'est une question aussi, pareil, toujours de point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, dans la formation que je dispense, j'ai des personnes qui me disent oui, mais madame était peut-être là justement pendant 10 ans pour justement, pour monsieur, pour s'occuper des enfants, etc., etc. Oui, je suis totalement d'accord. Mais après, derrière, justement, question financière, monsieur aurait pu se protéger pour éviter justement ce type de situation et puis régler justement amiablement le divorce plutôt que ça se termine, comme on dit, en jus de boudin. Et puis, à partir du moment où on a forcément des questions d'argent, c'est toujours assez compliqué au niveau des relations humaines. C'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est toujours l'exemple que l'on rencontre assez fréquemment, mais en tout cas, il faut aussi bien avoir conscience que même si effectivement vous avez fait signer dès le départ un courrier à votre conjoint pour qu'il ne soit pas associé de la société, dans le cas où vous êtes marié sous le régime de la communauté, et donc ça, c'est des questions à vous poser en fait surtout en cas de mariage en fait, hein, si vous avez un projet entrepreneurial.
votre conjoint a droit à 50% de la valeur de l'entreprise, hein, de toute façon, qu'il soit associé ou non, hein. Donc ça, c'est quand même un point important à souligner parce que parfois, enfin voilà, il y a une méconnaissance à ce niveau-là, au niveau des entrepreneurs. C'est clair. Et puis après c'est pareil. Je veux dire, on n'évolue pas tous de la même manière. Par exemple, un truc très simple. Je veux dire que on a. Après, tout dépend du type de société aussi, mais toi, tu dois le voir très souvent. Je veux dire que quand, par exemple, souvent c'est en entreprise individuelle, on est marié sous le régime de la communauté légale, donc on a les biens propres à monsieur, les biens propres à madame, et puis on a les biens communs. Et souvent, si par exemple monsieur se lance dans une activité sous la forme d'entreprise individuelle, assez souvent le créancier, enfin donc les banques, les fournisseurs, peuvent venir tout simplement en cas de faillite, prendre les biens de monsieur, qui sont propres, et les biens communs. Donc, avec madame. Donc, c'est là où justement, il faut vraiment faire attention de bien se protéger dès le départ. C'est pas uniquement pour se protéger soi, mais pour protéger ses proches. Ça, c'est un véritable, enfin voilà, quoi, c'est hyper important. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est l'aspect, en fait, choix entre l'entreprise individuelle et la société où, en entreprise individuelle, on a une responsabilité illimitée. Donc, en théorie, effectivement, si on est marié, ben, la personne avec qui l'on vit est responsable de la même manière des dettes qui pourraient être contractées dans le cadre de C'est ça. l'activité professionnelle, par exemple, de monsieur, si c'est monsieur qui exerce. Donc, ça, c'est des points vraiment importants à définir sur lequel, de toute façon, il ne faut pas hésiter à prendre un conseil au départ, hein, quand vous lancez une activité pour savoir quel est l'intérêt de l'entreprise individuelle et les risques, et après la différence avec des sociétés, de toute façon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, après, concernant du coup, si on revient vraiment à l'aspect là purement association, si on veut s'associer avec quelqu'un, Ouais. quels sont les conseils que tu peux donner, mais justement en termes d'organisation concrète, alors peut-être avant d'ailleurs même la constitution de la société, sur quel point on doit se mettre d'accord précisément, et ensuite comment ces éléments doivent être traduits de manière juridique ou est-ce qu'ils peuvent être traduits de manière juridique? Alors, déjà, il faut se mettre d'accord sur deux choses. Premièrement, c'est l'organisation de la structure, de la société, savoir comment on s'organise au mieux, puisqu'en effet, on partage forcément des compétences qui sont soit communes, soit différentes. On a l'aspect fonctionnement, parce qu'à un moment donné, c'est savoir comment fonctionne la société. On a d'un côté les statuts. Alors, les statuts sont publics, sont rendus publics. Si demain, vous voulez connaître les statuts d'une société, il suffit juste d'aller sur Infogreffe et puis de télécharger les statuts d'une entreprise. Ça coûte entre 10 et 15 bases, c'est rapide, mais c'est ce qui est rendu public. Après, il y a un aspect qui est fortement recommandé, c'est ce qu'on appelle un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires. Alors ça, c'est très peu connu puisque c'est un document qui va mettre toutes les règles de fonctionnement et d'organisation de la société, mais d'une manière totalement confidentielle. Moi, c'est vrai que mes étudiants, je leur dis, c'est un peu comme dans koh les pactes cachés, surtout surtout la dernière. Oui, mais c'est comme C'est ça que. parlant, c'est Non, mais ça. voilà, C'est exactement ça. c'est parlant. Et eux, je sais que quand ils vont passer justement le DCG là en fin d'année, ils vont se souvenir justement de ce côté pacte d'associés, pacte caché. Et c'est là où justement on peut avoir des alliances. Bah, là, on est sur une clause de confidentialité. Donc, en gros, ça reste entre nous. On met noir sur blanc ce qu'on a besoin de mettre, comment va fonctionner la société. Et après, derrière, je veux dire, c'est rouler jeunesse. C'est-à-dire qu'on va prévoir tout, on va tout prévoir. On va prévoir en cas de décès, en cas d'invalidité, s'il y en a un ou un autre associé qui souhaite sortir de la société, ça c'est important. C'est-à-dire ce qu'on appelle le retrait. Comment est-ce on peut partir de la société, savoir un petit peu ce qu'on appelle l'agrément. L'agrément, c'est le fait de donner un accord pour qu'un autre associé puisse rentrer. Enfin, on a beaucoup de points à voir dans le pacte d'associés. Il y a beaucoup de temps à passer, mais derrière, je veux dire, c'est une véritable mine d'or. Et enfin, une dernière chose qui est importante et que souvent les gens ne comprennent pas forcément, c'est une association, c'est jamais à 50-50. C'est toujours à 51-49 pour éviter justement qu'il y ait le jour où il y a une mésentente. On imagine bien qu'à 50-50, moi je dis oui, l'autre il dit non, comment on fait finalement? Ben, on bloque la société, on bloque le fonctionnement et la société qui tout simplement tournait bien, d'un seul coup elle s'arrête. Vous prenez l'image d'une machine, bah, la machine, elle s'arrête. Bah, comment on fait pour la débloquer? Bah, faut qu'on se mette d'accord. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc le fait d'avoir 49-51,
ça va pas changer grand-chose au niveau des bénéfices, peut-être quelques euros, mais bon, et encore, ou voire quelques dizaines d'euros à la fin de l'année. Mais derrière, c'est justement, un véritable atout pour que le majoritaire continue de prendre des décisions. Rien n'empêche, bien évidemment, qu'on mette dans le pacte d'associés comme quoi toutes les décisions doivent être communes, etc., etc. Voilà. Oui, oui. Bon, après, ça, c'est un éternel débat, en fait, hein, sur l'aspect, Ouais. j'ai l'impression, parce que après, c'est aussi bon, des relations humaines et 50-50. Après, enfin, qui veut avoir 49% dans la société? Après, ça, c'est un point qui peut être de source de discorde, en fait, on va dire, hein. Alors, pas forcément, parce que moi, si tu veux, demain, j'accepte d'être à 49% à condition de signer un bon pacte d'associés. Si le pacte d'associés me Mm, garantit toute la liberté, d'avoir 49 ou 51, c'est la même chose pour moi. mm. C'est pour ça on prend le fameux pacte d'associés. Enfin, après, la personne qui est à 49 a quand même en situation de retrait de la société, en tout Oui, cas. c'est ça, C'est-à-dire qu'il exactement. faut le savoir dans ces cas-là, si ça se passe mal, ben, au moins la société ne sera pas bloquée puisque le majoritaire pourra continuer à prendre les décisions et révoquer éventuellement son associé. Mais en tout cas, la personne qui accepte d'avoir 49% ben, peut se faire concrètement sortir, en tout cas. C'est exactement ça, Ça, il faut que ce soit clair aussi. Faut que ce soit clair. dès le départ, ouais. Mm. Exactement. Parce que Exactement. bon, en expliquant les choses, après, bon, nous, voilà, on explique souvent ces règles de fonctionnement, mais après, c'est aussi un choix. On a parfois des personnes mais qui nous disent, OK, ben, on va quand même partir à 50-50 parce que voilà, en termes d'équité, qui a envie d'avoir 49% au niveau de la société. Après, ça reste un choix humain, on va dire. Bah, après, il y a une autre solution qui Mm. existe, c'est avoir chacun 49 et puis prendre une autre personne, un autre Ouais. associé à 2% Mm. qui fera l'arbitre, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est notre solution. Après, voilà, toujours qui prendre et qui serait impartial. C'est Euh, ça. ça, c'est une autre question, mais bon, c'est vrai que c'est souvent l'éternel débat. Ok. Très bien. Donc après, bon, souvent les questions que l'on a, c'est est-ce que c'est une bonne idée de s'associer en définitive avec un ami? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton retour à ce Alors, sujet? Alors moi, j'ai des amis qui sont associés, ça se passe très 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 bien. En fait, l'histoire du pacte associé, dès le départ, c'est on s'est posé, on est d'accord sur tel et tel et tel et tel point, on reviendra pas là-dessus, on est très complémentaires dans ce qu'on fait. Toi, tu as même souligné tout à l'heure, il y en a un qui est technique, l'autre qui est commercial. Ça fonctionne très bien. Chacun sa mission, chacun son rôle. Et puis l'idée, c'est tout simplement, c'est de faire ce qu'on appelle une économie commune. À un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est gagner du pognon. Donc à un moment donné, comment on fait pour gagner du pognon? Moi, je t'apporte ta technicité, tu m'apportes ton aspect commercial, et puis on fonce. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, derrière, pourquoi aussi pacte d'associés, c'est hyper important parce que on imagine bien que argent et amis, généralement, ça fait pas bon ménage. On sait très bien, et puis même l'ami qui rencontre une copine qui finalement, ça part après, ça peut partir très loin, ou madame veut telle ou telle chose, ou monsieur veut telle ou telle chose. Ça devient tout de suite plus compliqué. Si on a mis les règles de fonctionnement dès le départ en place, en général, il n'y a pas de difficulté qu'on vient à rencontrer. Hmm. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est souvent. De toute façon, enfin, moi, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de généralité, en fait. C'est ça. On voit des associations avec des amis qui fonctionnent bien parce qu'on est sur une base de confiance. Et parfois, effectivement, ça peut aussi ne pas fonctionner parce qu'après, entre être ami et être associé dans un cadre professionnel, il y a aussi une différence qui peut être significative. Donc, C'est clair. on peut pas faire de généralité. De toute façon, on peut toujours ramener ça à l'image du mariage, hein. En fait, si on savait à l'avance ce qui allait se passer, euh, Oui, mais c'est si clair. si on avait une boule de cristal. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours. C'est pour ça que c'est des questions. En fait, la problématique, c'est que ce sont des questions juridiques à la base, mais qui mêlent après l'aspect affectif. Et c'est surtout pour ça après qu'on arrive parfois à avoir des blocages et parfois certains associés qui ne sont plus raisonnables, qui ne sont plus rationnels au niveau des prises de décision. Et c'est ça qui est compliqué en fait, hein. C'est, Dès qu'il y a une question d'argent, c'est tout de mm, suite beaucoup plus compliqué. mm, Demain, c'est pareil. Posez-vous les questions. Demain, si vous gagnez 1 million d'euros au loto, comment vous allez dépenser? Forcément, c'est toujours la même question. C'est
Il y en a qui partent de voyage, acheter une voiture, de racheter son prêt ou d'acheter des immeubles de rapport. Il y en a d'autres, c'est on va gâter la famille, on va gâter les amis. Donc, on a des points de vue tous différents. Donc, vous imaginez bien que si demain, la société gagne 1 million d'euros, vous êtes deux, voilà, même à 50-50, en tout cas à 49-51, qu'est-ce qu'on fait de ce million? On regarde pas, enfin, on n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous la même situation. Il y en a qui vont avoir des enfants, pas d'enfants, il y en a qui vont être mariés, pas axés, il y en a qui vont être célibataires ou veufs ou divorcés. Donc, on a tous des vies différentes. Donc, forcément, après, dès le départ, le fait de bien se connaître et bien connaître son associé, c'est hyper rassurant. C'est ça aussi. Et puis, bon, après, là, il y a même un point à souligner, c'est que, admettons que les amis qui quittent un emploi donc en tant que salarié, pour se lancer dans une activité libérale, c'est tout de suite plus effrayant. Le fait qu'on parte à deux, ben voilà, quoi, on part à l'aventure. Et puis après, on voit ce que ça donne. Au pire des cas, on retournera en tant que salarié. Mais voilà, quoi. L'idée d'être à plusieurs, Mm. ça peut être vraiment un véritable atout. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, effectivement, je pense que ce qui est important aussi, au-delà de mettre par écrit l'aspect organisationnel, savoir qui fait quoi concrètement, enfin définir vraiment les fonctions de chacun, je pense qu'il est important vraiment d'évoquer les sujets de vision, en fait, de vision d'entreprise. Quelle est la vision de chacun? Parce que souvent, c'est quand même ces questions qui posent problème par la suite parce que un associé a un objectif de développement important, l'autre voudra peut-être moins se développer et c'est souvent ces différences de vision qui peuvent être source de problématiques par la suite, en tout cas, de points de C'est clair. tension et qui peuvent s'accentuer avec le développement de l'entreprise. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, au-delà de l'aspect technique, il faut aussi avoir la même vision long terme, ou en tout cas au départ, parce que c'est toujours pareil, ce sont aussi des choses qui évoluent dans le temps. Parfois, la vision que l'on a de son entreprise au démarrage n'est plus la même au bout de 3 4 ans peut-être. Donc, Comme le mariage. ouais, Je suis désolé, exactement. mais c'est Exactement. ça. Donc voilà, moi aussi, je vous encourage vraiment à faire le point sur votre objectif au niveau de votre entreprise et voilà, quelle est votre vision long terme pour votre société. Et vraiment échanger de manière transparente avec votre associé parce que sinon, on va avoir des blocages par la suite. Ah, c'est pareil. Là, tu vois, on parle de mariage. Bah, à partir du moment où on Mm, commence à se cacher des choses, ça va pas le faire à un moment donné. mm, Donc, exactement. voilà. Euh, alors ensuite, donc quelles structures après peuvent être envisagées donc quand on s'associe? Alors, en fait, il y a trois principales structures aujourd'hui en France bon, voilà, le podium, c'est très simple. C'est si vous voulez gérer ou plutôt acquérir un bien immobilier à plusieurs, c'est souvent la SCI. Alors bon, il y a l'IR et l'IS, mais ça, c'est un autre débat. Si vous voulez avoir des statuts assez rigides sur lesquels finalement on ne va pas pouvoir changer grand-chose, on va partir sur une SARL. Et enfin, on peut personnaliser les statuts à travers une SAS, où là, justement, on va rajouter des clauses qui vont nous permettre en fait d'avoir des statuts beaucoup plus carrés, mais qui vont permettre d'être beaucoup plus personnalisés entre les associés, tout simplement. Et c'est là où Mm, justement, bon, même dans tous les cas, on peut avoir un pacte d'associés, ça n'empêche pas, mais par contre, on peut avoir justement déjà les statuts écrits noir sur blanc qui nous permettent déjà de se protéger mutuellement. mm. Ok. Donc de toute façon, après pacte d'associés, on peut faire un pacte d'associés avec tout type de structure en fait, concrètement. Finalement, oui. Mm, Finalement, oui. Voilà, on est soumis de toute manière à des règles assez générales qui sont ce qu'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire que même si on met une clause ou une clause statutaire ou dans un pacte d'associés qui est contraire à la loi, parfois elle n'est pas forcément valable. Je veux dire, la loi, en fait, va édicter des clauses qui sont impératives, des clauses qui peuvent être modifiées. Donc, on peut avoir aussi, voilà, c'est là où justement on a ce qu'on appelle un encadrement rigide ou un encadrement souple par rapport à ces différentes clauses contractuelles. Voilà, mais sinon, derrière, après, on arrive toujours à se débrouiller et puis à faire du cas par cas. très bien. Après, c'est parmi les questions hein, Ouais. fréquemment posées. Bon, là, on est déjà revenu à s'associer en couple. Bon, de toute façon, c'est de la même. Je ne vois pas autre chose. Après, on a déjà évoqué en plus le sujet hein, sur la partie aspect matrimonial, mais tu vois d'autres particularités pour les associations en couple par rapport à des associations par rapport à des amis. Alors, par rapport, alors
Au niveau du couple, bah, hormis le fait de dire bah, parfois on peut même travailler avec son conjoint ou sa conjointe, alors, outre l'aspect entre le business sentimental qui, bah, en fait, c'est un peu comme les amis, c'est assez compliqué de gérer pognon et de gérer justement sentiment. Mais après, la différence entre le conjoint et les amis, c'est que le conjoint peut avoir différents statuts au sein d'une société. On peut avoir ce qu'on appelle le conjoint collaborateur qui va venir travailler au sein de la société. Le conjoint salarié, alors le conjoint salarié, c'est bah, qui a un contrat de travail, qui a une paye, qui a un débutant de salaire, ou ce qu'on appelle le conjoint collaborateur, pardon, associé, où là, il va être associé dans la société. Donc, au final, on va avoir en fait différents types de rémunération. Souvent, le conjoint collaborateur n'est malheureusement pas rémunéré au sein de la société. On prend l'exemple, souvent, c'est du boulanger, où sa femme, tout simplement, bah, vend les petits pains là dans la boutique pendant que lui prépare le pain et puis tout ce qui est viennoiserie. Et là, bah, malheureusement, le jour du divorce, il y a toujours la grande question de ce qu'on appelle la prestation compensatoire. C'est tout simplement parce que madame dit, au fait, moi, j'ai travaillé pendant 30 ans pour monsieur, donc moi, j'ai pas cotisé pour ma retraite. Monsieur, du coup, bah, il vend sa boulangerie 500 000 euros, bah, lui, il a 500 000 euros, moi, j'ai zéro. Donc, à partir de là, bah, viennent se poser les questions, bah oui, mais du coup, elle a travaillé 30 ans gratuitement, et puis faire du bénévolat pendant 30 ans, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y a toujours en fait les questions justement qui reviennent, les questions comme tu dis récurrentes qui reviennent de savoir est-ce que on s'associe, c'est-à-dire que bah, le jour où on vend 500 000, bah, chacun repart avec 250 000, ou est-ce que finalement on devient conjoint salarié? Bah, qui dit bulletin de salaire dit finalement on a réellement notre dû. Et après c'est pareil, vous imaginez bien aller voir votre mari ou votre femme en disant au fait j'aimerais bien une augmentation de rémunération. C'est assez compliqué. Ça, c'est compliqué. Voilà, j'ai bien travaillé, j'aimerais une augmentation de rémunération. Donc voilà, on a toujours ces petites difficultés, mais si on en parle dès le début, s'il n'y a rien de caché, on est plutôt tranquille. Moi, j'ai l'impression quand même que les choses ont pas mal évolué à ce niveau-là, au niveau des générations, des Ouais. nouvelles générations, parce qu'effectivement, il y a un certain temps, c'était vraiment des questions, je pense, assez récurrentes, hein. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ben, on alloue quand même un statut quand une personne travaille dans une entreprise. À partir du moment où elle travaille, on prévoit justement un encadrement de ce travail. Et je pense que c'est Ça. mieux de toute façon pour assurer une certaine équité au sein du couple. Bah, c'est ça, mais bon, on a eu Mm. tellement d'affaires au Oui. même Mm. moment c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose qu'à un moment Mm. donné, à un moment donné, dès qu'on a plein d'affaires en même temps, il y a forcément le juge, donc la jurisprudence Mm. ou la loi qui vient changer à cet égard pour dire en gros, les anciennes générations sont faites à voir, les nouvelles générations ne seront plus à voir. Mm. Donc, et puis là, tout vient changer. Et puis le droit du travail est en constante évolution. Donc voilà Mm. quoi. Bon, très bien. Très bien. Euh, alors, enfin, concernant encore les questions un petit peu récurrentes, on avait également au niveau de l'association, Ouais. mais là c'est assez spécifique, on est plutôt dans le cadre d'une SCI. Est-ce que, selon toi, que penses-tu d'associer un enfant au sein d'une SCI? Alors, la SCI, juste pour le rappel, c'est en gros, c'est pour faire l'acquisition de biens, pour gérer du patrimoine immobilier. Donc, souvent, les personnes viennent me poser la question, est-ce qu'il faut associer mon enfant? Alors, l'enfant, il peut avoir 2 ans, comme il peut avoir 16 ans, comme il peut avoir 25 ans. Après, c'est pas, bah, alors, même c'est une question aussi de choix, de personnalité. Il faut juste savoir qu'à partir du moment où l'enfant a une part, certaines décisions sont prises à l'unanimité. Donc, ça veut dire que c'est compliqué. Vous imaginez bien que votre enfant, alors, quand il est mineur, c'est pas grave, on a ce qu'on appelle la représentation légale, c'est-à-dire qu'on a les parents qui décident, justement, qui prennent les décisions pour l'enfant. Mais vous imaginez bien que votre enfant a 18 ans, ils sont influencés par les copains, les copines. C'est toujours compliqué de dire à son gamin de 18-19 ans, bah, signe en bas à droite, peu importe, t'as pas besoin de comprendre, signe en bas à droite pour revendre le bien. Donc, parfois, des décisions qui doivent être prises à l'unanimité, c'est compliqué même si l'enfant a une Mm. part. Donc, en fait, voilà, c'est une question de cas par cas. Alors, moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée d'associer son enfant. Pourquoi? Parce que tout simplement, même dans une SCI, on a tout ce qui va être des clauses aussi d'agrément. Donc, c'est-à-dire, on va agréer les tiers, on va donner un accord pour justement que des tiers deviennent associés, pour éviter justement de devenir associé avec n'importe qui. Et donc, du coup, le fait d'avoir un enfant, ben, même avec une part, ça permet quand même si ça fait contrevalence, de dire que l'enfant pourra récupérer ben, toute la SCI, tout simplement. S'il Mm. nous arrivait quelque chose et qu'on avait 99% des parts.
Bien sûr. Ouais. Ok. Et donc l'aspect association d'enfants mineurs, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, en fait, c'est parce qu'on me pose souvent la question, hein. Bon, déjà, c'est possible, hein, techniquement. C'est possible. On peut tout à fait associer des enfants mineurs au sein d'une SCI. C'est ça, exactement. Non, mais on peut le faire. Après, c'est pareil. En fait, je pense que c'est une question en fait d'éducation financière. Mm. C'est pareil, même si on a un gamin de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est toujours utile de pouvoir justement le mettre au sein d'une SCI. Mais après, c'est toujours aussi un risque. Par exemple, un truc tout simple. Demain, par exemple, voilà, j'ai un enfant. Malheureusement, je divorce. Bah, la maman, finalement, est représentante légale. Demain, j'ai besoin de vendre le bien de la SCI. Eh ben, si je suis à 99, enfin 99 parts et puis l'enfant une part, bah, c'est la maman, si elle veut m'embêter, va pouvoir dire non. Donc, c'est assez compliqué. Après, ça va se retrouver devant le juge des affaires familiales et puis ça va mettre des mois et des mois avant d'avoir des décisions. Donc, ça peut être un frein comme ça peut être une véritable opportunité. Et le problème, c'est que comme on dit, les accidents de la vie, ben voilà, c'est un Mm. accident. Donc, au final, voilà, il faut y faire face et il faut savoir prendre des risques aussi. Alors, moi, ce que je voudrais juste rajouter sur ça, parce que là, on a eu des cas, effectivement, où ça, le fait d'avoir des enfants, parce que après, c'est surtout aussi un bon outil de transmission patrimoniale. La SCI, c'est Mm. ça l'intérêt. Donc, parfois, bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir associer ces enfants et progressivement de leur donner éventuellement des parts, en fait. Mais parfois, le fait d'avoir un enfant mineur dans une SCI, ça peut être problématique pour les banques, pour les garanties bancaires, en Oui. fait. Et là, ça peut poser problème. Donc ça, il faut faire le point quand même quand il y a un financement bancaire, il faut faire le point avant avec la banque pour voir effectivement si ça peut être problématique. Oui, non, mais après, voilà. Après, il y a d'autres problématiques aussi, même qu'on peut même Mm, éviter aussi, parce que on peut très bien signer avec la banque et puis bah, le lendemain, finalement, enfin, c'est malheureux, mais un mois, 2 mois plus tard, faire rentrer notre enfant ou faire rentrer mm, finalement un tiers. Moi, j'ai vu dans le cadre d'un de mm, mes dossiers, alors c'était un ancien conseil de mes clients qui avait suggéré que les parents, en fait, achètent un bien à travers une SCI. Et qu'en fait, tout simplement, une fois que l'offre de prêt est signée, ils ont transféré la totalité des parts à leur enfant. mm, Pourquoi pas? Leur enfant qui est majeur, bon, pourquoi pas? En fait, mm, ça peut être aussi, on peut contourner en fait les règles aussi. Mais après, on a tout le temps la problématique de la caution de la banque. Souvent, mm. le dirigeant ou le gérant va se porter caution vis-à-vis de la banque. Donc, j'imagine bien que les parents qui se portent caution auprès de la banque, demain, la CI est transmise à l'enfant, même s'il a 20 ans, 22 ans pour l'aider dans la vie. Ouais, mais les parents auront toujours cette caution. Donc, cette épée de Damoclès, ça veut dire que si l'enfant à n'importe quel moment ne remboursait pas son crédit, les parents en fait viendraient rembourser à la place de l'enfant. Donc Mm, il y a toujours quelques petites difficultés par rapport à ça, mais il y a plein de schémas possibles, plein mm. d'astuces. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça, l'astuce de transmission. Ouais. L'astuce Super. de transmission. Ok. Alors peut-être qu'on peut regarder. Est-ce que tu as des points à rajouter ou des choses qui semblent pertinentes sur l'association, justement? Alors, pour moi, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est-à-dire que Hmm, c'est vrai que, hormis une association à 51-49, hormis le pacte d'associés, hormis de vérifier par rapport à tout ce qui est associé marié, quel régime, pourquoi, comment, hmm. par rapport aussi aux enfants, le reste, voilà quoi. Je veux dire, après, l'idée d'une association, le but d'une association est surtout de se dire on regarde dans la même direction. Le reste, Hmm. pour Non, mais moi, c'est tout me ça, là, je semble. pense qu'on a balayé, on va dire, bon, nous, 90 à 95% hein, des questions, on va dire, assez récurrentes hein, sur ces, sur ces Ah, mais thématiques. c'est clair. Mais peut-être que, voilà, que certains d'entre vous ont des questions, donc n'hésitez pas à les poster là dans les commentaires. Alors, j'ai Invest qui nous dit, Invest 911 qui nous dit endetter ses enfants, point d'interrogation. Alors ça, je pense que c'était dans le cadre, on était dans un cadre dans le cadre de la SCI en fait. Effectivement, si on a un emprunt et qu'on a associé ses enfants et qui plus est des enfants mineurs, ça peut être ça la problématique, c'est qu'effectivement, bah, les enfants, enfin les associés sont responsables des dettes concrètement, des dettes de la société. Oui. Alors, oui. Alors, je rajouterais juste un truc. Alors, oui. Bon, dans la formation Mm, que je dispense, à un moment donné, je parle d'investissement SCI. Je prends un exemple tout simple.
Demain, comment on peut enrichir un enfant à l'aide d'une SCI? En fait, c'est très simple. Prenons un exemple. Demain, je crée une SCI à 1000 euros de capital social. Donc, moi, j'apporte 500 et puis mon enfant, entre guillemets, apporte 500 euros d'argent de poche. Alors, c'est énorme. Mais on achète un bien à 300 000 euros. Alors, au bout de 20 ans, alors admettons que le gamin ait 1 an au moment où on crée la SCI, voilà, on rembourse, on va dire, sur 20 ans, à 21 ans. Quand il a 21 ans, bah, qu'est-ce qu'on fait? On revend le bien. Le gamin, finalement, enfin le gamin, qui est devenu un jeune homme à 21 ans, va récupérer la moitié, tout simplement, puisque il a mis 500 000, donc la moitié du capital social. Donc, à un moment donné, il va récupérer la moitié de la valeur du bien. Bah, le bien, s'il vaut 300 000, sans parler de plus-value, dans 20 ans, à 21 ans, il récupère un ticket à 150 000 euros. Pour démarrer dans la vie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, endetter ses enfants, ça peut être un mal pour un bien, quelque part. Ouais. Je suis pas contre Oui, non c'est plus. sûr. Si on est Ouais, surtout dans le cadre de l'endettement locatif, parce qu'en général, bon, ben, c'est quand ça. on contracte un prêt, surtout pour faire de l'investissement locatif, on s'assure quand même que les loyers soient au moins supérieurs ou enfin au moins équivalents en tout cas à la mensualité de crédit. Donc en fait, c'est bon, par le jeu de l'emprunt, là, ça permet de s'enrichir. On est sur l'effet de levier en fait, Ouais, oui, concrètement. c'est clair, c'est Mm. clair. Ah ouais, mais il y a plein de leviers, alors financiers, fiscaux et tout. Ah non, mais on peut gagner de l'argent facilement. Il suffit d'avoir les bonnes astuces de toute manière. Donc effectivement, endetter ses enfants, comme s'endetter soi-même sur de l'investissement locatif, ça reste une bonne stratégie d'enrichissement. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, 50-50 en indivision marchand de biens pour un projet, c'est possible. Alors, Bon, en indivision, donc ça veut dire que c'est une. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une société, hein, donc, pour, pour, ah oui, plutôt une indivision. oui, Bah, puisqu'on est en nom propre. Après, il faut voir si c'est intéressant d'être en nom propre justement sur l'activité de marchand de biens. En fait, c'est ça, c'est alors, peut-être ça la question à se poser. Oui. Déjà, on est sur une activité commerciale quand même, donc. ah mais c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'au Oui, oui. final, prenons un exemple. On s'associe. Allez, toi et moi, on s'associe. On va dire. Comme ça, on va prendre Mm, l'exemple. On s'associe pas. Non, pardon. On achète, toi et moi, en nom propre. mm, Voilà, par exemple, admettons que moi j'ai des enfants, d'accord? Malheureusement, il vient à m'arriver quoi que ce soit, je les cède. T'imagines quand même que tu vas te retrouver à 50-50 avec pourcent avec mes enfants si jamais il m'arrive quelque chose. Faire de mm. l'activité de marchand de biens, acheter un bien, finalement prendre le risque que pendant 6 mois ou un an, il arrive quelque chose en fait au partenaire. Bah, malheureusement, être en indivision avec finalement des tiers qui finalement voudront peut-être pas forcément revendre ou finalement, si c'est pour passer devant le juge des tutelles, ça met 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que finalement, on est bloqué pour revendre un bien, très clairement, on ne se pose pas la question, on passe en société. Je veux dire, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Oui, puis là, si c'est vraiment en plus une activité commerciale de marchand de biens, il faut avoir une structure hein, juridique puisque c'est une activité commerciale. Donc, en indivision pure, c'est même pas quelque chose qui est adapté. Il faudrait que chacun soit en indivision, mais déclarer une entreprise individuelle légalement. Enfin, là, ça me pose enfin, pour moi, l'opération me pose problème, effectivement. Là, il faut vraiment se faire le point sur l'activité de marchand de biens qui est vraiment une activité économique et qui, pour moi, ne doit pas être exercé en dehors d'un cadre légal. Après, il faut voir, en fait, il y a aussi autre chose à Enfin, voir, tout dépend de c'est-à-dire ce qu'on tout. entend par marchand de biens. Hein. Est-ce que Voilà. c'est on achète un C'est bien et on va le revendre dans 10 ans? Là, c'est pas une activité de marchand de biens. Marchand de biens, c'est on l'achète, on le revend en suivant en fait. Donc là, on l'est dans une activité économique, hein, Après, tout commerciale. dépend. Si on est sur la première opération, en général, elle va pas être qualifiée de marchand de biens. Donc après, il faut voir la Oui, situation oui. personnelle de chacun. Mais Oui, en fait, oui. c'est plus par rapport à ça. Non, non, mais parce que moi, par exemple, une anecdote, c'est que j'ai des potes qui sont volontairement pacsés pour pouvoir acheter en commun pour faire justement une première opération de marchand de biens. Donc, en gros, c'est ça. Après, ils se sont dépaxés et puis ils ont fait une société ensemble. Mais peu importe. Mais bon, voilà, c'était pour donner des exemples. Pour une première opération, après, tout dépend, c'est au cas par cas. Mais sinon, oui, après, Oui, il faut créer une société. c'est du cas par cas parce que c'est une activité qui est un peu complexe. Là, on ne peut pas répondre aussi simplement. Ouais. Ah non, mais c'est clair.
Alors là, c'était pour le début. Effectivement, c'est quelqu'un qui nous est régime séparatiste et plus de problème. Oui, En enfin, soi, oui, oui. concrètement. Bah oui, En soi, nous, enfin, voilà, j'imagine Clément comme moi, on va pas les conseiller, effectivement, pour un entrepreneur de se marier sous la communauté, hein, c'est sûr. ouais, plutôt le régime de la séparation des biens. Alors, même si on C'est sûr. aime passionnément la personne avec laquelle on vit, avec laquelle on s'est marié, ça n'empêche pas d'avoir comment on s'associe. Pourquoi, même si on est très bons amis, meilleurs amis, pourquoi il faut faire un pacte d'associés? On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mm. Donc, un régime de séparation des biens, mais on se protège mutuellement, on est tranquille. C'est Dans ça, tous les cas, c'est ça. c'est Mm. surtout ça, ouais. C'est On surtout se ça. protège mutuellement. Donc, si vous avez un projet d'entreprise et que vous mariez effectivement au préalable, pensez à faire un contrat de mariage parce qu'après, le changement peut être assez coûteux par la suite, hein. C'est ça. Mais après, c'est ce qu'on appelle en fait un changement de régime Mm. matrimonial. Ça se passe devant le notaire, ça coûte pas si cher que ça. Tout dépend du patrimoine, en fait, de Mm. l'actif, C'est ça, en fait. du patrimoine qui existe à l'instant T. Mais plus, de toute manière, c'est simple. C'est marrant parce que la semaine dernière, justement, je conseillais des clients par rapport à ça. Euh, Ils voulaient acheter avant ils étaient mariés, donc ils sont mariés sous le régime de la communauté légale. À un moment donné, ils veulent faire une séparation des biens. Moi, ça fait 6 mois que je leur dis, faites une séparation des biens compte tenu de vos projets. Et Mm. bien là, ils sont en train d'acheter et ils vont dans 6 mois faire la séparation des biens. Ah ouais, mais bon, ça va être beaucoup plus coûteux puisque Mm. on va rajouter justement un actif, donc un bien pour la valeur de leur patrimoine et donc ça va leur coûter plus cher en frais de notaire. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut passer devant frais de notaire hein, si vous voulez faire une modification de votre régime matrimonial. Mais donc, c'est pour ça que c'est bien d'y penser, de se pencher sur cette question au préalable. Et C'est en ça. tout cas, alors, pour le coup, si vraiment vous avez une entreprise, effectivement, enfin, surtout si vous êtes dans un projet de création d'entreprise, il faut absolument faire un contrat de mariage. C'est clair. Ah non, mais ça, c'est fortement recommandé. Et puis après ça prend du temps. Faire un contrat de mariage, enfin oui, même faire un changement de régime matrimonial, parfois ça peut prendre 2 mois, 3 mois, le temps d'appuyer, le temps de. Donc voilà, faut commencer à y songer dès maintenant et pas d'ici, pas dire en gros aujourd'hui on crée la société, on commence à réfléchir à faire la séparation du bien. Là c'est un peu tard, c'est vraiment un peu Hmm. tard. Voilà, je crois. Alors, alors, attendez, je vois pas la question. Alors là, j'avais quelqu'un, mais c'était. Là, on est sur un cas Challenger Nagy. C'était je suis en France et je suis algérien sans titre de séjour ni récépissé. Est-ce que je peux être associé avec mon cousin qui a une société dans la rénovation énergétique? Alors, en tout cas, vous ne pourrez pas, sans titre de séjour valable, en tout cas, vous ne pourrez pas gérer la société, hein, par contre, hein. Après être associé, il peut y avoir aussi des spécificités aussi. Tout dépend aussi du type de Mm. société. C'est toujours la même chose parce que parfois, voilà, on demande soit un titre de séjour, soit une pièce d'identité. Mm. Enfin, tout dépend aussi du type de société. Oui, c'est ça dépend, hein, c'est ça. En société civile, puisqu'on a des responsabilités limitées, je pense que on ne pourra pas. En société commerciale, oui, mais en tout cas, vous ne pourrez pas avoir en tout cas, de mandat de direction sans titre de Ça, c'est sûr. séjour ou sans carte d'identité à jour. Ce n'est pas possible, ça c'est sûr, ouais. C'est clair. C'est clair. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, calcul de l'endettement pour les banques est-il le même en SCI que pour une personne? SCI de deux amis employés par exemple. Tu te lances ou tu veux que je me lance? Alors, vaste sujet que le calcul de l'endettement, d'autant plus pour les SCI, parce que là, honnêtement, ça va vraiment dépendre des banques. Parce qu'on n'a pas du tout la même analyse en fonction des banques, certaines en fonction des SCI, qu'elles soient à l'IS, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Et je pense que c'est certainement en lien avec les critères aujourd'hui d'endettement du HCSF. En principe, la SCI, lorsqu'elle est à l'impôt sur les sociétés, ne devrait pas être soumise à ces critères d'endettement du HCSF, sauf que dans la pratique, ben, les banques le font. Enfin, et ça peut poser problème. Donc
Donc là, c'est difficile de faire une réponse. Je pense que ça va vraiment dépendre des banques et de leur analyse au niveau du traitement des dossiers. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, même dans une SCI, on va regarder aussi la situation personnelle de chacun des associés. Ah oui, C'est bien ça sûr. qui est Mm. important. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui est endetté déjà à 50, allez, on va dire 45% et que l'autre, finalement, il n'est pas endetté, Mm. ça va poser un peu plus de difficultés. Si les deux ne sont pas forcément endettés, enfin full, à partir de là, Mm. on peut justement prétendre plus facilement, en fait, avoir plus de chances d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire. Et après, c'est pareil. C'est une question aussi de montage, parce qu'à un moment donné, il faut convaincre la banque. Il faut convaincre comme quoi le projet est viable, comme quoi on n'aura pas de difficulté à rembourser. Donc, il y a tout le temps des petites astuces, comme par exemple ce qu'on appelle l'épargne résiduelle après projet. Si vous avez chacun des comptes sur lesquels vous avez 50 000 euros résiduels qui génèrent des intérêts chaque année, la banque va vous faire plus facilement confiance que si vous avez, par exemple, que, je sais pas, 200 euros sur un livret A, par exemple. Donc, après, ça reste au cas par cas. Là, je te rejoins, Mm. ça reste totalement au cas par cas. C'est au cas par cas. De toute façon, en SCI, il faut bien comprendre que la banque va toujours regarder votre situation personnelle. Ça, c'est une certitude. C'est pas comme un projet, une activité commerciale classique. La banque va vraiment regarder votre situation personnelle. Maintenant, pour l'analyse du taux, ça va dépendre des banques parce qu'effectivement, en SCI à l'IS, en principe, il ne devrait pas y avoir ce ratio de 35% là, du HCSF. Mais dans la pratique, les banques le retiennent. Ouais. L'exception que l'on voit en ce moment, hein, c'est un peu l'astuce justement pour contourner ces règles du HCSF, c'est d'avoir une personne morale qui détient la SCI, Ouais. une holding en fait, concrètement. Et là, alors même chose, ça va dépendre des banques, hein, mais en tout cas, on voit que les dossiers, certaines banques sortent ces dossiers de l'analyse classique stricte de l'endettement à 35%. Non, mais c'est clair. Mais ils regardent quand même, bien sûr, votre situation personnelle. Ça, c'est un impératif hein, pour une SCI. Après, j'aimerais juste rajouter pour la holding, bah, moi je suis un très grand fan de holding de toute manière, ça c'est clair. Mais si vous avez une filiale, donc alors la holding en fait c'est une société mère pour les gens qui une société mère qui détient en fait qui est un marionnettiste qui détient en fait des filiales. Et donc une des filiales généralement c'est une société commerciale qui va par exemple une société de marchand de biens qui va venir générer du cash, du cash, du cash tout simplement et le cash va être remonté vers la holding sous forme de ce qu'on appelle des dividendes. Et après, l'idée, c'est de rebasculer, plutôt que récupérer cet argent et payer 30% d'impôts, mais en fait, c'est récupérer cet argent pour acheter en fait des biens ou des immeubles de rapport à travers des SCI. Donc, ça peut être un véritable atout de pouvoir générer énormément de patrimoine. Mais la holding, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, parce que c'est un levier, vous n'imaginez pas la puissance de ce levier. Mm. Oui, c'est ça, exactement. C'est un sujet, ça sera peut-être le sujet d'un autre live. C'est un sujet extrêmement Bah, intéressant et très intéressant pour faire du réinvestissement, effectivement, comme tu l'as souligné. Donc oui, voilà. Après, ça peut être un moyen de continuer à investir et en tout cas en ayant peu de fiscalité sur l'argent que vous réinvestissez en interne, en fait, hein, au niveau de votre groupe. Donc, c'est un très, très bon outil. bah, par exemple, si je peux prendre juste un exemple chiffré, histoire de montrer un petit peu le truc, on va dire que bon, on a la holding, on a une filiale justement commerciale. La filiale commerciale génère un bénéfice de 100 000 euros. Deux possibilités, deux cas de figure. Soit il y a la holding. Donc s'il y a la holding, ça veut dire qu'on remonte à peu près 99 500 euros. Il y a quasiment pas de frais. Les 99 500 euros, vous les mettez en apport pour acheter justement un immeuble de rapport. Ça, c'est faisable. Vous imaginez que si vous faites ça 10 ans à la suite, dans 10 ans, vous avez 10 immeubles de rapport dans 10 SCI du groupe. C'est énorme. Donc, ça veut dire, vous imaginez que dans 10 ans, vous avez 10 immeubles de rapport qui viennent générer justement du cash vers la SCI. Et dans 10 ans, en gros, vous arrêtez de travailler. En gros, après, il y a plein de petites astuces. Après, vous imaginez bien que dans le cas classique, on a tout simplement l'entrepreneur qui détient sa société. S'il retire les 100 000 euros, il y aura 30% de flat tax, donc d'impôts. Et tout simplement, il n'y aura que 70 000 dans la poche. Qu'est-ce qu'il fera de ces 70 000? Il les réinvestira pour acheter de l'immobilier. Donc, du coup, à partir de là, vous imaginez bien que c'est plus intéressant, finalement, de dire avoir un structure holding, réinjecter tout simplement
99 500 plutôt que 70 000 euros. Et puis à un moment donné, bah, ça va être en fait une machine à cash, tout simplement. Et pendant 10 ans, ça va être formidable. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est un outil extrêmement puissant pour faire du réinvestissement. Ben, on évite effectivement la fiscalité ou au moins, par exemple, la flat tax à 30%. On évite puisque les dividendes sont quasiment pas fiscalisés au sein de la holding. Il y a le régime Murphy où on a très peu de fiscalité. Il y a le frottement fiscal, mais qui est vraiment extrêmement faible. Donc, c'est un outil formidable pour pouvoir justement développer son patrimoine, notamment son patrimoine immobilier. Et t'as raison, on fera un live là-dessus. On Je refera pense que ça peut-être peut un être live dessus ouais, parce que je pense que ça peut ça être ça. intéresse beaucoup Ouais, de monde. ouais, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y aura un replay disponible car j'ai loupé le début du live? Oui, il y aura un replay. De toute façon, il sera posté après en suivant suite au live. Donc, il sera posé. Vous pourrez le retrouver donc sans problème. Vous pourrez voir le début. Alors, bonjour, j'ai posé une question. Challenger. Ah, mais c'était la question sur le titre de séjour. Donc, ça, on y a déjà répondu. Est-ce que je vois autre chose? Toc. Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bisounours, bonjour, lol. Ok. Alors, merci pour la réponse. La holding peut être intéressante à creuser. Ouais. De toute façon, on refera, je pense, une thématique sur ça parce qu'effectivement, c'est le mécanisme, il est assez intéressant. Donc, c'est intéressant de l'expliquer un peu plus en détail. Bah, surtout que c'est surtout très peu connu aujourd'hui. Et pourtant, vu le potentiel que ça a, même avec une société, une holding, qu'on soit seul ou à plusieurs, voilà, quoi. C'est juste une véritable, comme je dis, machine de guerre ou machine à cash. Donc après, c'est savoir comment chacun le visualise et puis voir un petit peu le potentiel de chacun. C'est clair. Alors, bah, écoutez, je pense qu'on est bon. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster justement en dessous de la vidéo. Comme ça, on pourra y répondre. Euh, Est-ce que, alors, il y a un grand débat. Ah oui, Auré, ah ben salut. Il y a un grand débat sur les holdings. Oui, oui, il y a un grand débat, mais bon, globalement, ça reste intéressant à partir du moment où on a une société qui génère du cash, hein, de toute Ouais. façon, hein. Pour pouvoir le réinvestir, ça reste intéressant et les économies d'impôts sont substantielles, hein. Honnêtement, Ouais. sur une opération, ça peut être extrêmement significatif. De toute manière, comme tu le soulignes, à partir du moment où on n'a pas une filiale qui génère du cash, ça ne sert à rien sur une holding Voilà, qui n'est c'est pas une ça, hein, holding. c'est ça aussi, hein, parce C'est, que la question, c'est peut-être ça, parce que effectivement, on nous pose la question, est-ce que je fais une holding au démarrage ou après? Alors, vous pouvez le faire au démarrage, mais il faut bien se rendre compte que le coût de création d'une holding et enfin, il y a un coût de création et un coût de gestion de la holding, notamment des coûts comptables, des coûts juridiques pour l'immatriculation. Et si vous n'avez pas de bénéfices à remonter, de cash à remonter, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, bien sûr. Ça, c'est un peu le. Hmm. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus un phénomène de mode, se créer une holding parce que c'est à la mode. c'est clair. Bonjour tout le monde, c'était Magid. Bonjour, salut Clément, salut Célia, bonjour. C'est Majid. Alors, doit-on créer une société par immeuble? Alors, quel est ton avis là-dessus? Moi, j'ai mon propre avis. Mais alors, moi, je dirais que oui, tout Hmm. simplement parce que bah, c'est tout simple. Demain, on va dire, moi, j'ai ma holding. Imagine que demain, moi, j'ai un immeuble qui m'intéresse et pas deux, trois. Vous imaginez bien que si alors, deux possibilités. Soit vous revendez l'immeuble, donc à ce moment-là, bah, vous imposez finalement soit la plus-value, enfin, peu importe la plus-value ou le résultat dans votre société. Donc, vous me vendez l'immeuble, mais moi, ça veut dire que je paye des frais de notaire. Si demain, dans ma holding, admettons que, je sais pas, j'ai 300 ou 400 000 euros et je peux vous racheter directement les parts sociales de la SCI, comme ça m'évite de payer les frais de notaire. Enfin, il y a beaucoup, voilà, il y a des droits qui sont beaucoup moins importants et ça me permet petit à petit, justement, de venir gagner de l'argent. Donc, en fait, tout dépend en fait de la stratégie, mais pour moi, en fait, un grand principe, c'est un immeuble par SCI, tout simplement. Je sais pas si tu es d'accord Oui. avec moi, mais pour Oui, moi, après, non, alors là, oui, effectivement, on a plusieurs points de vue. Moi, je pense qu'effectivement, c'est plus pratique. Ça permet effectivement de pouvoir vendre au bout de quelques temps la SCI. Mais bon, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est assez rare, hein. On est souvent sur des ventes d'immeubles et rarement
des ventes de parts d'une SCI, ça reste dans la pratique très peu courant. Mais après, je te rejoins surtout pour une chose, c'est que si vous avez plusieurs biens qui dégagent des cash flows importants ou en tout cas des rentabilités importantes, le fait d'avoir plusieurs SCI, ça va vous permettre de bénéficier plusieurs fois du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Puisque le taux réduit, vous êtes à 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices. Si vous dépassez les 38 000 euros de bénéfices, vous passez, alors aujourd'hui, ça va être 25%. Donc, rien que pour ça, c'est intéressant d'avoir plusieurs SCI. Après, tout dépend du montant des biens, de la taille des immeubles. Bon. Après, c'est un peu du cas par cas. Si on a peut-être des petits biens, c'est peut-être possible d'en investir, d'acheter plusieurs biens au sein d'une même SCI. Mais bon, il n'y a pas de réponse. C'est aussi du cas par cas. Mais effectivement, je te rejoins quand même l'aspect pratique d'avoir un bien par SCI. Oui. Après, de toute manière, si elles ont, on fera une étude patrimoniale préalablement et puis on vous C'est du dira. Voilà, là, c'est du cas par cas quand Ouais, même. je veux dire, c'est. Il faut voir le projet, mais c'est un débat. Ah, moi, par exemple, je vais pas conseiller la même chose à un client ou à un autre, forcément. Mais Bien après, sûr. c'est pareil. Et puis bon, j'aime bien, c'est créer le business plan pour la banque, pour démontrer à la banque que c'est un projet qui est nickel, que la banque ne peut que financer et qu'à partir de là, on augmente potentiellement les chances justement de réussite. Mais ça, après, ça peut faire aussi l'objet d'un autre débat. Hmm. Exactement, exactement. Mais je pense que là, on a fait quand même le tour de pas mal de questions. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. De toute façon, je vais repartager également le lien vers ton profil Instagram. Très Donc, bien, ok. si vous voulez contacter Clément, n'hésitez pas à le contacter directement sur toutes ces questions. Voilà, dont effectivement, sur toutes ces questions où tu es compétent là sur la partie juridique, fiscale, montage. Et moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner au départ sur ces questions-là parce que on le voit, enfin, je pense que tu le vois comme, comme de mon côté, quand on part en ayant fait les mauvais choix, en tout cas au niveau de certaines options importantes. Après, c'est parfois possible de le réparer, parfois non, mais en tout cas, ça a toujours un coût. Donc, je pense que c'est intéressant de se pencher sur ces questions-là, d'association, de choix de structure, vraiment en amont de votre projet. C'est clair, totalement. Et puis n'hésitez pas, je ne mords pas. Il n'y a pas de souci. Écoutez, merci en tout cas, merci à tous pour votre participation. Bonne soirée Clément, un grand Ben, merci merci, en tout pour cas, ce merci à live, tous. c'était vraiment très intéressant. Et puis, on se retrouve peut-être pour un nouveau live bientôt d'ailleurs. Ah bah oui, avec Est-ce qu'on a plaisir. une idée de thématique? Bah, très bien, pas de problème, avec grand plaisir. Bah, merci à tous et puis Bonne bah, soirée à tous bonne soirée et à très et vite. puis voilà, à très bientôt. Au À revoir. très vite, au revoir.